Tu fais partie de la garde nationale depuis quand? Depuis peu. Je crains un coup d'état de l'armée. Alors j'ai payé et je me suis engagé. La garde, c'est le peuple en armes. Tout citoyen doit être soldat. Tout soldat doit être citoyen. J'ai longtemps hésité, car la garde a participé à l'élimination des révolutionnaires de 48. C'est vrai. On a été trompé. On a retourné les armes contre le peuple. Pourtant, le corps a été créé en 1789, comme force civile. Robespierre avait tout compris, lui, quand il disait comme ça « La plus grande partie de nos concitoyens est tellement abaissée par l'indigence qu'elle est absorbée par le soin de conserver l'existence, qu'elle est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. » Dis donc, tu me parais bien informé, toi. Madame de Staël, et moi, je pense que ces paroles étaient bien dangereuses dans la bouche de Robespierre, ce monstre acharné à la ruine de la société. Ils l'ont achevé. Ils savaient pourquoi. Mais alors, ils ont détourné la révolution. Antoine Barnave. Une nouvelle distribution de la richesse appelle une nouvelle distribution des pouvoirs. Et la bourgeoisie financière a chassé la noblesse. Les gens de bien, c'étaient les citoyens actifs. Les gens de peu, les citoyens passifs. La puissance aux classes fortunées. Voltaire a bien exprimé ça. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. C'est aujourd'hui comme ça. Tout à fait. N'empêche que ce petit nombre se révèle incapable de défendre la patrie. C'est la débâcle devant les envahisseurs, les Prussiens. Napoléon capitule à Sedan et s'agenouille devant Bismarck. La Troisième République est proclamée et un nouveau gouvernement dit de défense nationale est mis en place avec, à sa tête, les Jules, Favre, Simon, Ferry, plus Gambetta et l'incapable général Trochu. Avis de Victor Hugo. Trochu, participe passé du verbe trochoir. C'est un siège insoutenable. Et nous crevons de faim et de froid. Nous mangeons des rats, même de l'éléphant. Les obus crèvent aussi nos maisons. Thiers et sa clique ont choisi l'ennemi contre le peuple et préparent un armistice avec le Prussien. Nous sommes trahis et humiliés. Plus fort encore, Thiers ordonne à l'armée capitularde de reprendre les canons à Montmartre et Belleville. Canons que nous avions achetés par souscription. Mais nous nous y sommes opposés. Un général, alors, a ordonné d'ouvrir le feu sur la foule. Heureusement, les soldats ont refusé de le faire et ont même fraternisé avec nous. L'infâme Thiers a détalé à Versailles. Pour lui, nous sommes l'ennemi, pas les Prussiens. Nous avons donc élu le Conseil de la Commune. Jules Fabre. Thiers, nous ne voyons pas comment nous pourrions contraindre Paris à une paix qu'elle ne veut pas. Pendant toute une nuit, l'affiche rouge a été rédigée. Au peuple de Paris, les délégués de 20 arrondissements de Paris, le gouvernement qui, le 4 septembre, s'est chargé de la défense nationale, a-t-il rempli sa mission? Non. Nous sommes 500 000 combattants et 200 000 Prussiens nous étreignent. À qui la responsabilité, sinon à ceux qui nous gouvernent? Ils n'ont pensé qu'à négocier au lieu de fondre des canons et de fabriquer des armes. Ils se sont refusés à la lever en masse. Ils ont laissé en place les bonapartistes et mis en prison les républicains. Ils ne se sont décidés à agir enfin contre les Prussiens qu'après 2 mois, au lendemain du 31 octobre, par leur lenteur, leur indécision, leur inertie,
Ils nous ont conduits jusqu'au bord de l'abîme. Ils n'ont su ni administrer, ni combattre, alors qu'ils avaient sous la main toutes les ressources, les denrées et les hommes. Ils n'ont pas su comprendre que dans une ville assiégée, tout ce qui soutient la lutte pour sauver la patrie possède un droit égal à recevoir d'elle la subsistance. Ils n'ont rien su prévoir. Là où pouvait exister l'abondance, ils ont fait la misère. On meurt de froid, déjà presque de faim. Les femmes souffrent, les enfants languissent et succombent. La direction militaire est plus déplorable encore. Sortie sans but, lutte meurtrière sans résultat, un succès répété qui pouvait décourager les plus braves. Paris bombardé, le gouvernement a donné sa mesure. Il nous tue. Le salut de Paris exige une décision rapide. Le gouvernement ne répond que par la menace aux reproches de l'opinion. Il déclare qu'il maintiendra l'ordre, comme Bonaparte avant Sedan. Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades. Les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit avec toi, je vais aux barricades. La place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front. Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères. Malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires, et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur, que notre sang versé, la liberté va naître, la commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. Si les hommes de l'hôtel de ville ont encore quelque patriotisme, leur devoir est de se retirer, de laisser le peuple de Paris prendre lui-même le soin de sa délivrance. La municipalité ou la commune, de quelque nom qu'on appelle, est l'unique salut du peuple, son seul recours contre la mort. Toute adjonction ou immixtion au pouvoir actuel ne serait qu'un replâtrage, perpétuant les mêmes errements
les mêmes désastres. Or, la perpétuation de ce régime, c'est la capitulation. Et Metz et Rouen nous apprennent que la capitulation n'est pas seulement encore et toujours la famine, mais la ruine et la honte. C'est l'armée et la garde nationale transportées prisonnières en Allemagne et défilant dans les villes sous les insultes de l'étranger. Le commerce détruit, l'industrie morte, les contributions de guerre écrasant Paris. Voilà ce que nous prépare l'impéritie ou la trahison. Le grand peuple de 89 qui détruit les Bastilles et renverse les trônes, attendra-t-il dans un désespoir inerte que le froid et la famine aient glacé dans son cœur, dont l'ennemi compte les battements, sa dernière goutte de sang? Non! La population de Paris ne voudra jamais accepter ces misères et cette honte. Elle sait qu'il en est temps encore, que des mesures décisives permettront aux travailleurs de vivre, à tous de combattre. Réquisitionnement général, rationnement gratuit, attaque en masse. La politique, la stratégie, l'administration du 4 septembre constituée de l'Empire sont jugées. Place au peuple, place à la commune. Mais le gouvernement reste en place et le général Trochu fait placarder le même jour une affiche blanche accusant les auteurs de l'affiche rouge de calomnie. Une tentative de soulèvement échoue le 22 janvier. L'armistice franco-allemand est signé le 29 janvier. Il faut attendre le soulèvement du 18 mars 1871 pour que l'idée de commune puisse être appliquée. Le général Trochu. L'échec est inévitable. La reddition de Paris l'est aussi. Maurice d'Hérisson. Peu à peu, entrait dans l'esprit des chefs cette pensée cruelle et cependant logique, que ce monde turbulent des gardes nationaux ne se tiendrait tranquille que lorsqu'il se ferait un peu tuer, et que pour guérir Paris de sa fièvre, il fallait lui soustraire quelques pintes de sang. L'opinion publique ne sera satisfaite que quand il y aura 10 000 gardes nationaux couchés par terre. Tout au haut but, Jules Favre, se cachant comme un voleur, se rend chez Bismarck. « Je vous attendais, monsieur, dit Bismarck. » Et Paris fut livré. La soumission de Paris, Thiers ne l'obtint que par un des plus grands massacres de l'histoire. Ce sera celui de la Semaine sanglante. Il cédera aussi l'Alsace, une partie de la Lorraine, et le paiement d'une indemnité de 5 milliards. Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ces fils naissent sur la paille, ils n'ont jamais pour palais quand on dit c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours aussi et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans soupir rime rêveur, un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge aussi et qu'il a des habits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre à l'œil de hibou, au bras de fer à main nerveuse, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit vous raille, se riant aussi de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa 20e année pour entrer dans vos bataillons. Chair à canon de la bataille, et toujours il succombe sans un cri, c'est la canaille.
Eh bien j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux, les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. C'est la misère en sa tenaille, leur fait saigner tous leurs flancs amaigris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Pourtant, jour après jour, la commune travaillait à construire un avenir concret. Elle fut indéniablement la préfiguration d'une société égalitaire, un point de départ historique. Et cela pendant seulement 72 jours. Ce furent les 72 soleils de Marianne. Dans le journal Le Vengeur, quel changement, quelle amélioration, pas un meurtre, pas un vol, pas un corps à la morgue. La cour d'assises est vide comme le Louvre. Les berges de la Seine ne cessent d'être garnies de pêcheurs à la ligne. Les théâtres fonctionnent. Même les gazettes versaillaises étaient vendues à la criée comme le cri du peuple. Villiers de l'île Adam. Paris a survécu. Le soleil brille sur la révolte. Ni l'hiver, ni le siège, ni la trahison, ni les menaces de l'avenir, rien n'a prévalu contre la sérénité de la vieille capitale. La commune prononce la séparation de l'Église et de l'État. La vie sociale est reprise par le peuple et pour le peuple. Elle vise l'expropriation des expropriateurs. Nous ne voulons ni une école étatique des républicains d'ordre, ni une école confessionnelle des congrégations religieuses, mais une école laïque, construite par et pour le peuple. Thiers s'y oppose. J'aime mieux l'instituteur sonneur de cloche que l'instituteur mathématicien. Le remède le plus efficace, c'est de confier l'instruction au clergé. Lire, écrire et compter. Voilà ce qu'il faut apprendre. Quant au reste, cela est superflu. Le clergé enseigne tout le nécessaire. Lire, écrire et compter. Et cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est sur terre pour souffrir et non pour jouir. Cette véritable souveraineté populaire s'inscrit dans la filiation de la Constitution de 1793 qui proclamait le droit à l'insurrection comme le plus sacré des droits et le plus imprescriptible des devoirs. Avec cette irruption des masses dans la politique, s'ébauche la démocratie à l'entreprise. De nombreux ateliers coopératifs surgissent, notamment chez les ouvrières en confection, qui inspirent le décret du 16 avril 1871, prévoyant la remise en marche par les ouvriers associés des ateliers désertés par leurs patrons, les francs-fileurs. Mais pour l'application, le temps manque. Encore que le 3 mai est institué à l'atelier de réparation d'armes du Louvre un règlement préfigurant l'autogestion. Au conseil de direction siège un ouvrier par atelier, élu pour 15 jours et révocable. Vite d'ailleurs éclate la contradiction entre les impératifs de la lutte à mort contre les Versaillais, impliquant cohérence et organisation, et les exigences de la démocratie directe, que ce soit la très coûteuse absence de stratégie et l'indiscipline des troupes fédérées, ou la création âprement discutée du comité de salut public. Constituant vital de cette démocratie directe, les femmes. Elles occupent le devant de la scène
depuis le 18 mars. Louise Michel, à Montmartre, appartient aux deux comités de vigilance, ceux des hommes et celui des femmes, qui firent fraterniser la troupe. Jules Vallès, dans Le Vengeur, le 12 avril 1871, décrit avec enthousiasme « J'ai vu 3 révolutions, et pour la première fois, j'ai vu les femmes s'en mêler avec résolution, les femmes et les enfants. Il semble que cette révolution est précisément la leur, et qu'en la défendant, ils défendent leur propre avenir. » Le 11 avril 1871 est créé le premier mouvement féminin de masse, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Après des siècles de phallocratie, la Commune ouvre une brèche vers la libération des femmes. Les projets d'instruction pour les filles visent à affranchir les femmes des superstitions et de l'emprise de l'Église, considérée comme l'âme de la contre-révolution, surtout après le Concile de Vatican I. Les femmes obtiennent, à travail égal, salaire égal, et créent de nombreux ateliers autogérés. La Commune officialise l'union libre, conférant à la famille constituée hors mariage, concubin, enfant naturel, sa première reconnaissance légale. La Commune, enfin, bannit la prostitution. Ce rôle de pionnier des communards suscite la haine des Versaillais. Alors fut inventée cette légende des pétroleuses, qui, propagée par la presse, coûta la vie à des centaines de malheureuses. Le bruit court que des furies jettent du pétrole enflammé dans les caves. Toute femme mal vêtue, ou qui porte une boîte de lait, une fiole, une bouteille vide, peut être dite pétroleuse. Traînée en lambeaux contre le mur le plus proche, on l'y tue à coups de revolver. Et Alexandre Dumas, fils, auteur de La Dame aux Camélias, ose écrire « Nous ne dirons rien de leurs femelles, par respect pour toutes les femmes à qui elles ressemblent quand elles sont mortes. » La guillotine fut brûlée symboliquement le 6 avril 1871, devant la statue de Voltaire, au cri de « À bas la peine de mort ». Nombreux sont les étrangers qui participent à la Commune. Les travailleurs immigrés, nombreux, surtout francophones, belges, suisses, luxembourgeois, les garibaldiens et les révolutionnaires qui cherchaient asile dans le pays, incarnant les droits de l'homme. Fait unique dans l'histoire mondiale, plusieurs étrangers occupent une place dirigeante. Un juif hongrois, ouvrier bijoutier, Léo Frankel, siège au Conseil général de la Commune. La commission des élections, le 30 mars 1871, valide ainsi son élection. Considérant que le drapeau de la Commune est celui de la République universelle, considérant que toute cité a le droit de donner le titre de citoyen aux étrangers qui la servent, la Commission est d'avis que les étrangers peuvent être admis et vous propose l'admission du citoyen Frankel. Léo Frankel est promu ministre du Travail et inspire toute l'œuvre sociale de la Commune. Des généraux polonais, Dąbrowski et Wroblewski, assument des commandements militaires. Elisabeth Dmitrieff dirige l'Union des femmes. Bien que bornée par le temps et harcelée par les impératifs militaires, l'œuvre de la Commune est d'une richesse foisonnante. La Commune entend établir le bonheur commun. Répondant aux aspirations populaires, elle abolit le travail de nuit, interdit les amendes et les retenues sur les salaires, combat le chômage, interdit l'expulsion des locataires,
par ailleurs exonérés des termes encore dus, exerce un droit de réquisition sur les logements vacants. L'armée est remplacée par la garde nationale, c'est-à-dire le peuple en armes, élisant ses officiers et sous-officiers. La commune établit la gratuité de la justice, la liberté de la défense, supprime le serment politique des fonctionnaires et magistrats, eux aussi élus et révocables. Les églises séparées de l'État. La commune instaure l'école laïque gratuite et obligatoire, crée un enseignement professionnel, notamment pour les filles, et entame une réforme de l'enseignement. Pour en débattre démocratiquement, se réunissent dans plusieurs écoles instituteurs, parents d'élèves et membres de la Société pour l'éducation nouvelle, soucieuse de renouveler l'enseignement. La notion d'éducation intégrale fut au cœur de cette approche d'une éducation nouvelle, qui voulait qu'un manieur d'outils puisse écrire un livre, l'écrire avec passion, avec talent, sans pour cela se croire obligé d'abandonner l'étau ou l'établi. La commune est aussi pionnière de l'éducation populaire. Elle instaure des cours publics que Louise Michel évoque avec enthousiasme. Partout, les cours étaient ouverts, répondant à l'ardeur de la jeunesse. On y voulait tout à la fois art, science, littérature, découverte. La vie flamboyait, on avait hâte de s'échapper du vieux monde. La commune rouvre bibliothèques, musées, théâtres. Les concerts donnés aux Tuileries sont fort prisés. Dans cet épanouissement de la culture populaire, un rôle important est dévolu à la Fédération des artistes, avec Courbet, Dalou, Daumier, Manet, Potier, qui place en tête de son programme la libre expression de l'art dégagée de toute tutelle gouvernementale et de tout privilège. La répression est féroce, à la mesure de la peur et de la haine des classes dirigeantes. Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui mais, ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui mais, ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur les trottoirs, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés
par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tout le peuple s'y mettra, quand tous les pauvres s'y mettront. Au chenil, les soirs de chasse, après la curée chaude sur le corps pantelant de la bête égorgée, les valets de meute jettent aux chiens du pain trempé de sang. Ainsi fut offerte par les bourgeois de Versailles la curée froide aux égorgeurs. D'abord, la tuerie en masse avait eu lieu, quartier par quartier, à l'entrée de l'armée régulière, puis la chasse aux fédérés, dans les maisons, dans les ambulances, partout on chassait dans les catacombes, avec des chiens et des flambeaux. Il en fut de même dans les carrières d'Amérique. Mais la peur s'en mêla, les mitrailleuses étaient moins employées qu'au premier jour. Il y avait maintenant, quand le nombre de ceux qu'on voulait tuer surpassait 10, des abattoirs commodes, les casemates des forts qu'on fermait. Une fois les cadavres entassés, le bois de Boulogne, ce qui en même temps procurait une promenade, mais tout étant plein de morts, l'odeur de cette immense sépulture attirait sur la ville morte l'essaim horrible des mouches des charniers. Les vainqueurs, craignant la peste, suspendirent les exécutions. La mort n'y perdait rien. Les prisonniers, entassés à l'orangerie dans les caves à Versailles, à Satory, sans linge pour les blessés, nourris plus mal que des animaux, furent bientôt décimés par la fièvre et l'épuisement. Quelques-uns, apercevant leurs femmes ou leurs enfants à travers les grilles, devenaient subitement fous. D'autre part, les enfants, les femmes, les vieux cherchaient à travers les fosses communes, essayant de reconnaître les leurs dans les charretées de cadavres incessamment versés. Il y avait, dans les premiers temps, je ne sais quelle promesse de 500 francs de récompense pour indiquer le refuge d'un membre de la commune ou du comité central. Cela courait en France et à l'étranger. Tous ceux qui se sentaient capables de vendre un proscrit étaient invités. Lettre de Jules Favre. Elle fut adressée de Versailles dès le 20 mai aux agents des gouvernements à l'étranger par le gouvernement de Versailles. Monsieur, l'œuvre abominable des scélérats qui succombent sous l'héroïque effort de notre armée ne peut être confondue avec aucun acte politique. Elle constitue une série de forfaits prévus et punis par les lois de tous les peuples civilisés. L'assassinat, le vol, l'incendie systématiquement ordonné, préparé avec une infernale habileté, ne doivent permettre à leurs complices d'autre refuge que celui de l'expiation légale. Aucune nation ne peut les couvrir d'immunité, et leur présence serait une honte et un péril. Si donc vous apprenez qu'un individu compromis dans l'attentat de Paris a franchi la frontière de la nation près de laquelle vous êtes accrédité, je vous invite à solliciter des autorités locales
son arrestation immédiate et à m'en donner de suite avis pour que je régularise cette situation par une demande d'extradition. Pas un astrait, pas un ami, la place est déserte et perdue. S'il faisait sec, j'aurais dormi, il pleut de la neige fondue. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Est-ce la fin, mon vieux pavé? Tu vois, ni gîte ni pitance. Ah, la poche ou fiel à crever. Je voudrais vomir l'existence. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Je fus bon ouvrier tailleur, vieux que suis-je, une loque immonde. C'est l'histoire du travailleur depuis que notre monde est monde. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Maigre salaire et nul repos, il faut qu'on s'y fasse ou qu'on crève. Bonnets carrés et chasse-peau ne se mettent jamais en grève. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Malheur, ils nous font la leçon, ils nous prêchent l'ordre et l'infamie. La guerre a tué mon garçon, le luxe a débauché ma fille. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. De ces détrousseurs inhumains, l'Église bénit les sacoches, et leur bon Dieu nous tient les mains pendant qu'on nous fouille dans nos poches. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Un jour le ciel s'est éclairé, le soleil allume dans mon bouge. J'ai pris l'arme d'un fédéré et j'ai suivi le drapeau rouge. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Mais par mille, on nous couche à bas, c'était sinistre au clair de lune. Quand on m'a retiré du tas, j'ai crié « Vive la commune !» Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Les soldats et les gendarmes avaient l'ordre, s'ils entendaient quelque bruit à l'intérieur des wagons à bestiaux, où les prisonniers étaient entassés pour les longues distances, de décharger leurs revolvers par les trous pratiqués à cause de l'air. L'ordre fut exécuté. Satory était l'entrepôt où l'on envoyait les prisonniers à la mort, au Ponton ou à Versailles.
le sang ne séchait pas facilement sur les pavés. La terre gorgée n'en pouvait plus boire. On croyait encore le voir ruisseler, pourpré sur la Seine. Il fallait faire disparaître les cadavres. Les lacs des buttes Chaumont rendaient les leurs. Ils flottaient, ballonnés à la surface. Ceux qu'on avait enterrés à la hâte se gonflaient sous la terre. Comme le grain qui germe, ils levaient, crevassant la surface. Les grandes villes de province, la France entière était aussi une souricière immense. Nous arrivons à Versailles. Des nuées de petits crevés nous environnent, hurlant comme des bandes de loups. Quelques-uns tirent sur nous. Un camarade près de moi a la mâchoire fracassée. Je dois cette justice aux cavaliers qu'ils repoussèrent au large, ces imbéciles et les drôlesses qui les accompagnaient. Nous dépassons Versailles. On marche encore. Puis voilà une hauteur, un mur crénelé. C'est Satory. Devant la petite montée, on nous crie « Montez comme à l'assaut des buttes !» Et nous montons, comme au pas de charge que marquaient au loin les coups de canon. Et on braque les mitrailleuses. Nous, les 20 000 fusillés. Nous, les 40 000 emprisonnés. Exilés, déportés, Nous, qu'on a voulu exterminer. Nous, que l'histoire officielle se chargera d'effacer nos noms. Et surtout, cette vraie république que nous avons tracée. nous savons que les idées ne s'enterrent pas. Le cadavre est à terre et l'idée est debout. Quand nous chanterons le temps des cerises et Guerre au Signol et Merle Moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. On l'a tué à coups de chasse-peau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans l'altère argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Vieux faucheurs rasant un pré, comme on a des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes, et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance, et le sang inondant les draps ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants, Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps, crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans le nom de Dieu que la commune n'est pas morte.